Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 2 février. Dans votre édition, un sondage récent montre que la majorité des Français passent par des agences immobilières, alors qu'en pense la rue? Focus sur le quartier parisien du Canal Saint-Martin, la chronique hebdomadaire de Maître Hugon, et pour terminer, ne manquez pas votre zapping de l'IMO, bienvenue dans votre JT. Allez, on commence ce journal avec une statistique. 2/3 des transactions immobilières sont réalisées par l'intermédiaire de professionnels de l'immobilier. Alors une question simple se pose, les Français peuvent-ils se passer des agences immobilières? Élément de réponse avec Loïc Signor. Vendre son bien immobilier au prix fort sans passer par une agence, c'est aujourd'hui le souhait de la majorité des Français qui réalisent une transaction immobilière. 5% d'entre eux y parviennent, 68% préfèrent la méthode traditionnelle. Et vous, quelle méthode adoptez-vous? C'est plus facile de le faire avec un agent. Hein. Je préfère passer par une agence. Particulier à particulier. Je pense qu'aujourd'hui on passe pas forcément par une seule filière. Notaire ou agence immobilière? Oui, les notaires, oui, mais plutôt par agence parce que c'est plus rassurant. Ça vaut le coup de passer d'être de particulier à particulier. Je n'ai pas d'a priori négatif sur une agence. Il suffit de les mettre en concurrence. En passant par une agence, c'est peut-être aussi plus sûr. Oui, j'attends un conseil professionnel d'une agence. Ouais. On rentre dans une agence et puis on leur demande s'ils ont ce qu'on recherche. Moi je connais pas d'autres, comme je vous dis, j'ai pas d'autres moyens que les agences, enfin c'est ce qui me semble le plus commun quoi, donc après... Oui, pour une agence immobilière et puis peut-être en parallèle particulier à particulier. Ouais. Alors vous l'avez constaté, les agences immobilières restent le moyen privilégié pour effectuer une transaction, bien plus que de passer par un particulier ou un notaire. Aujourd'hui on va faire marcher la concurrence parce que la méfiance reste de mise. Il est temps pour les agences de se renouveler avec ce genre de vitrine interactive qui nous permet de choisir un bien immobilier en toute tranquillité. Allez, on poursuit notre journal avec notre saga consacrée au quartier de Paris. Aujourd'hui, direction le quartier du Canal Saint-Martin et c'est Damien Fleurette, notre journaliste, qui nous emmène. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? La réplique est restée célèbre, symbole d'une époque mais surtout d'un quartier, celui du Canal Saint-Martin. Voulu par Napoléon, construit sous Louis XVIII et inauguré en 1825 sous Charles X, le canal Saint-Martin est à l'origine une pièce maîtresse de l'alimentation en eau de la capitale. De nombreuses marchandises y transitent également. À l'époque, les berges du canal servent uniquement à charger les péniches et le quartier qui l'entoure n'est pas un endroit propice à la flânerie. Aujourd'hui, certaines choses n'ont pas changé, d'autres un peu plus. Le quartier du Canal Saint-Martin est devenu le rendez-vous bobo de la capitale et il y fait bon vivre. Bye bye Arletty, habiter sur les berges du canal est plus que jamais à la mode. Une population, une clientèle qui cherche un certain art de vivre, une ambiance décontractée et assez festive, donc très caractérisée par les abords du canal Saint-Martin avec les commerces et les activités qui se trouvent autour du canal. En 15 ans, les berges ont complètement changé de visage et les prix se sont envolés. C'est un quartier qui a énormément évolué. Tout ce qui est atelier, entrepôt ont laissé place à des grands lofts. Les immeubles ouvriers du milieu du 19e sont devenus de charmants petits pieds-à-terre pour célibataires ou jeunes couples primo-accédants. On se situe autour disons que c'est entre 8 000 et 10 000 euros du mètre. 10 000 si vous êtes vraiment sur les abords du canal et 8 000 euros sur les rues adjacentes. Si le quartier a définitivement changé, les eaux sombres du canal couleront toujours avec la même sérénité. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique et pour en parler, il est là sur le plateau du JT à mes côtés. C'est notre expert, notre avocat, Maître Xavier Hugon. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous encore cette semaine. Alors je suis contente que vous soyez là. J'ai une question à vous poser. Figurez-vous que je vais m'absenter quelques mois à l'étranger. Je suis en location et donc j'aimerais savoir si je peux sous-louer mon appartement. En fait, qu'est-ce que la sous-location finalement? Pendant la durée de votre absence. Exactement. Alors, a priori, vous avez pris un local qui était vide et donc vous avez souscrit un bail classique. Si rien n'est prévu au bail, c'est strictement interdit de par la loi.
Donc je ne peux pas du tout sous-louer? Si, vous pouvez sous-louer, mais il va falloir que vous obteniez l'accord de votre bailleur. Donc là, à partir de là, c'est légal? Absolument. Si le bailleur vous autorise à sous-louer votre local pendant la durée où vous êtes absent, il n'y a aucun problème, vous pourrez le faire. On verra, il y a quelques conditions et une prudence à avoir, notamment en demandant que le sous-locataire s'assure. Si vous étiez en matière de baux meublés, si vous aviez pris un local déjà équipé et que vous ayez un bail meublé, vous aviez la possibilité de sous-louer plus facilement. Pourquoi? Parce que rien n'est dit par la loi. Et donc, dans le silence du texte, on peut considérer que la sous-location est autorisée. Mais moi, j'aurais toujours tendance à dire, en matière de sous-location, vous avez intérêt à obtenir l'accord du bailleur et que ce soit prévu dans le bail. À quel prix est-ce que je peux sous-louer? Normalement, vous ne devez pas augmenter votre loyer. Et quand je dis normalement, c'est une obligation. C'est-à-dire que vous devez relouer le prix du mètre carré exactement au prix auquel vous payez, le prix que vous payez au bailleur. Donc ni plus ni moins. Absolument. Et même si c'est une location partielle d'une partie du local. Et pour quelle durée? Jusqu'à combien de temps je peux Alors, sous-louer? la sous-location, alors nul ne peut consentir. Il y a un principe juridique qui est nul ne peut consentir plus de droits qu'il n'en a. Donc, vous ne pouvez pas prendre un engagement avec un sous-locataire dont la durée excéderait celle de votre propre bail. Pourquoi? Parce que vous seriez en contradiction avec votre bail principal et le sous-locataire n'aurait strictement aucune garantie de pouvoir rester dans les locaux après votre départ. Est-ce que j'ai des risques finalement à sous-louer comme ça? Oui, oui, vous avez des risques. Et c'est pour ça qu'il faut l'accord du bailleur. Si vous n'avez pas l'accord du bailleur, vous risquez fortement qu'il mette en œuvre la clause résolutoire ou qu'il vous demande des dommages et intérêts. Ça, c'est le risque vis-à-vis du bailleur. Vis-à-vis de votre sous-locataire, si celui-ci dégrade les locaux et que vous n'avez pas pris le soin, ce dont je vous parlais tout au début de l'entretien, de prendre certaines précautions, comme lui demander qu'il souscrive une police d'assurance particulière au titre de l'occupation et qu'il vous en justifie, vous prenez le risque vis-à-vis du bailleur de devoir réparer les dégradations faites par le locataire. Et pour lui, pour le sous-locataire? Le sous-locataire, il n'a pas les mêmes garanties que vous, notamment de pérennité pour rester dans les locaux. Il n'a aucun droit vis-à-vis du bailleur, du propriétaire, parce que vous êtes son bailleur, disait le sous-locataire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il veut faire des réparations, enfin, il considère que les locaux nécessitent des réparations d'entretien, il ne peut pas s'adresser directement au propriétaire du local. Donc il passera par moi. Il est obligé de passer par vous, et donc il n'a pas de droit direct là-dessus. Donc c'est ma responsabilité qui est engagée? Absolument. Au vu du bailleur. Absolument. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces explications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles chroniques. À très bientôt, Alexandra. Au revoir. À bientôt, merci, Maître. Et avant de se quitter du zap, mais aussi de l'info, voici tout de suite votre zap de l'IMO. Il nous faut des rondins de bois, une scie, des bougies, des supports bougies et du scotch double face. Regardez plutôt ce que ça donne, toit en plaque d'immatriculation, un plafond en coin d'encadrement, un plancher en bouchon, des balustrades en bois non taillé ou encore ce fauteuil en bois et en os de bétail. Transparente au sud avec des volets pare-soleil, opaque au nord pour se protéger du froid au cœur du Val d'Oise, la maison bambou surprend en Île-de-France. Un refuge mi-ouvert, mi-fermé, tout en panneaux de bois, monté un peu à l'écart de la maison. Et comme on a envie d'y passer du temps, on l'a prévu suffisamment grand pour accueillir tout ce dont on a besoin. Installées à proximité des habitations et par fort vent, les éoliennes provoquent des nuisances. Conséquence, les acheteurs potentiels se font rares et certains villages peuvent perdre jusqu'à 30% de leur valeur immobilière. Pour obtenir une surface optimum, on ponce la surface des rondins. Impeccable. Avec ses panneaux photovoltaïques, sa ventilation double flux et ses murs en bois, cette maison dite passive n'a consommé que 160 € de chauffage l'an dernier pour 140 mètres carrés. Une ville de la taille de la nôtre se débarrasse chaque semaine d'une quantité de matériaux de construction qui permettrait de construire une petite maison.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également, un autre service, revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi pour un nouveau journal. Restez connectés et à demain.